À tous et à toutes, comme souvent dans la journée ou semaine de pharmacovigilance, un petit point, une présentation, un petit point sur ce qui s'est passé cette année en pharmacovigilance au niveau national en particulier. Alors, c'est une présentation sur laquelle je n'ai pas de conflit d'intérêt, hein. Je cite énormément de marques, mais il n'y a pas d'intérêt associé. Alors, on commence par les antiépileptiques, et en particulier trois antiépileptiques connus pour leurs propriétés tératogènes: carbamazépine, topiramate, valproate et ses dérivés, hein, acide valproïque, valpromide et autres. Et en particulier pour ces antiépileptiques, on a vu une évolution des conditions de prescription, notamment au 6 janvier, avec une certaine harmonisation pour ces trois molécules. Donc pour la carbamazépine, une attestation d'information partagée a été mise en place, attestation qui doit être signée et par le prescripteur et par la patiente, puisqu'elle concerne les prescriptions pour filles, adolescentes et femmes en âge de procréer. C'est une attestation qui doit être renouvelée annuellement et qui est nécessaire à chaque délivrance à présenter auprès du pharmacien. Ça, c'est pour la carbamazépine. En ce qui concerne le topiramate, on avait déjà un formulaire d'accord de soins qui, lui, est remplacé cette fois-ci, donc harmonisation, hein, encore une fois, par cette attestation d'information partagée avec les mêmes caractéristiques que pour la carbamazépine, donc renouvellement annuel, présentation à chaque délivrance. Les patients avaient jusqu'à peu près juillet pour passer du formulaire d'accord à cette attestation d'information. Donc, mise en place en janvier, pour les traitements préexistants, ils avaient jusqu'à juillet pour se mettre en règle. Et puis, on notera pour le topiramate une extension de la prescription aux médecins de la douleur dans le contexte du traitement de la migraine, toujours pour filles, adolescentes et femmes en âge de procréer. Enfin, pour le valproate, de la même façon, le formulaire d'accord de soins, qui était précédemment obligatoire, est remplacé par cette attestation d'information partagée, cette fois-ci qui n'est plus limitée aux femmes, mais qui concerne tous les patients, hommes et femmes. Prescription initiale réservée neurologue, psychiatre, pédiatre et harmonisation, renouvellement annuel, présentation à chaque délivrance. Alors pourquoi on a étendu aux hommes cette limitation de prescription? Eh bien, c'est lié à une étude de 2023 qui suggérait une augmentation du risque de troubles du neurodéveloppement chez les enfants dont le père avait été traité par le valproate dans les mois précédant la conception et associé à des données animales qui allaient dans le même sens. Donc ça date de janvier 2025. Et puis, courant de cette année, en novembre 2025, on a vu arriver une nouvelle étude du GIS EpiPhare qui mesurait l'association entre l'exposition paternelle au cours de la spermatogenèse au valproate et aux différents dérivés, hein, valproïque, valpromide, et les troubles du neurodéveloppement. Donc, elle a été basée sur le registre EpiMERS, pardon, pas MERS, du SNDS, concernait presque 3 millions d'enfants nés entre 2010 et 2015, dont 4 700, presque 4 800 d'un père traité par valproate durant la spermatogenèse. 583 ont été retrouvés avec au moins un trouble du neurodéveloppement, dont 149 troubles de déficit de l'attention plus ou moins hyperactivité, des troubles du développement intellectuel, 42, troubles du spectre autistique, 77, et des troubles de la communication et de l'apprentissage, 294 et 160 respectivement, ce qui, au global, nous amène à une augmentation de l'ordre de 24% du risque de troubles du neurodéveloppement chez les enfants de pères traités par valproate au moment de la conception, comparé aux enfants dont le père était traité par lamotrigine ou lévétiracétam. On n'est pas comparé à une absence de traitement ou une absence de pathologie. Ici, on est sur des pathologies similaires. Et en particulier, les troubles du développement intellectuel apparaissent doublés chez les enfants exposés, avec une augmentation de 3,5 cas pour 1000 enfants exposés. Toujours, alors, hop, voilà, excusez-moi. Voilà, toujours autour de la grossesse et contraception, cette fois-ci, les méningiomes, on sait que les méningiomes, et en particulier traitements hormonaux, c'est quelque chose
qui est extrêmement étudié depuis un peu plus de 10 ans maintenant, notamment avec l'acétate de cyprotérone, pour lequel on a vu les premières alertes, et puis chlormadinone, nomégestrel et autres. Et donc là, on a des nouvelles données qui sont parues en mars 2025 sur une étude cas témoin basée sur 8391 femmes qui s'intéressait en particulier au lévonorgestrel et au désogestrel, qui sont des progestatifs qu'on voit surtout utilisés en contraception, seule ou en association à l'éthylèstradiol, donc contraception progestative seule ou contraception œxtroprogestative. Donc avec le norgestrel seul ou en association, cette étude ne retrouve pas d'augmentation du risque de méningiome. C'est un résultat différent avec le désogestrel où cette fois-ci on retrouve une petite augmentation qui concerne surtout les traitements prolongés chez les femmes de plus de 45 ans et qui augmente avec le temps d'exposition, puisque en dessous de 1 an, hors cas particulier, on n'a pas d'augmentation, mais on voit, après 7 ans d'utilisation, une multiplication par 2 du risque de méningiome, ce qui retrouve à peu près 1 cas pour 67 000 femmes exposées, toutes durées confondues, et on va jusqu'à 1 cas pour 17 000 femmes exposées plus de 5 ans au désogestrel. Le risque reste quand même très inférieur à celui associé à la cyprotérone ou aux deux autres, chlormadinone et nomégestrol. Et dans le cas d'une exposition inférieure à 1 an où on ne retrouvait pas d'augmentation, ce n'est valable que pour désogestrel seul. Dans le cas d'une exposition antérieure à un autre progestatif à risque, il y a quand même toujours une augmentation du risque de méningiome. Alors tout ça a conduit à des nouvelles recommandations, notamment celle de réévaluer régulièrement la contraception des femmes exposées. Pour le désogestrel seul, il est également recommandé de réévaluer régulièrement et d'appliquer ces nouvelles recommandations au combiné désogestrel et œstrogène, parce qu'il est envisageable qu'on ait le même problème. Et ces recommandations sont également étendues à l'étonogestrel qu'on retrouve dans l'implant Nexplanon. Donc, réévaluation régulière de la contraception, une information des patientes sur les risques et notamment sur les symptômes possibles en cas de méningiome, notamment les céphalées, les atteintes visuelles, auditives, neuro en règle générale. Il n'y a pas lieu de faire d'IRM systématique chez les patientes exposées plus de 5 ans, mais en cas de symptômes évocateurs ou toujours si elles ont été exposées antérieurement à d'autres progestatifs à risque, là, il y a lieu de faire une IRM pour exclure un risque de méningiome. Et puis, on parle beaucoup des risques associés. On parle un peu moins des risques, de la réduction des risques et de l'efficacité des mesures. Je vous ai cité là sur les diapos précédentes plusieurs mesures de prévention des risques. Eh bien, on a 2 études EPIFAR qui sont parues cette année qui montrent quelle efficacité on obtient à ces mesures de prévention des risques. Alors, la première, c'est sur les méningiomes, justement, où depuis 2020, on a vu une baisse de 97% de l'utilisation de chlormadinone et de nomégestrol, donc dans les suites de toutes les recommandations et limitations d'utilisation, et associé à une réduction très, très importante des méningiomes opérés par méningiomes opérés qui sont attribuables à une exposition à ces molécules. Donc ici, un résultat très très positif. Et de même, pour les antiépileptiques, entre 2013 et 2021, on a vu une très nette baisse de l'exposition au cours de la grossesse pour le valproate, diminution de 80% quand même, un peu moindre pour topiramate et carbamazépine, mais on a quand même une diminution d'un tiers à presque un demi, avec un report sur l'évétiracétam, sur l'amotrigine et malheureusement parfois sur d'autres médicaments qui sont quand même qui ont quand même un risque malformatif, notamment la prégabaline, pour lequel on verra probablement arriver des choses dans le futur. Sortons des grossesses et parlons un peu des vaccins qui reviennent quand même très régulièrement au cours de ces
de ces années de pharmacovigilance successives. Et donc, la campagne vaccin HPV qui avait déjà eu lieu l'année dernière et qui, à l'époque, lors des premiers résultats de sécurité, ne retrouvait pas de signal particulier mis en évidence. Ça se confirme sur 2024-2025 avec des cas principalement non graves qui sont des réactions au site d'injection, des choses très attendues, pas de cas problématiques, pas de signal de sécurité mis en évidence, une campagne qui est donc renouvelée en 2025-2026 avec une association avec la vaccination anti-méningococcique ACWY chez les adolescents, puisqu'elle a quand même pas mal d'avantages et en termes de couverture vis-à-vis du méningocoque. On rappelle en particulier chez ces populations jeunes qui sont parfois un peu stressées de la vaccination, d'une surveillance, la nécessité d'une surveillance dans les 15 minutes qui suivent une vaccination, préférentiellement allongé ou assis au sol, ce qui permet de réduire les risques en cas de malaise syncopal, notamment risque de chute et de traumatisme associé à ces chutes. Toujours dans les vaccins, on a parlé beaucoup cette année du vaccin Ixchiq contre le chikungunya, vaccin vivant atténué pour lequel on a une campagne de vaccination qui a démarré dans la Réunion et euh, ah, Réunion et autour, excusez-moi, le nom de l'île ne me vient pas, à partir d'avril 2025 et qui a été très rapidement suspendu devant des déclarations d'effets indésirables graves, dont notamment 2 décès qui sont arrivés très très vite. Alors, chez des patients de plus de 65 ans, polypathologiques, avec multiples comorbidités, il faut le dire, mais ça a conduit à suspendre temporairement l'utilisation chez les patients adultes de plus de 65 ans. D'abord, la NSM, c'était fin avril, début mai, puis l'EMEA a confirmé cette suspension fin mai et a demandé une réévaluation qui a eu lieu courant juin avec présentation en juillet au PRAC, donc au niveau du comité de pharmacovigilance européen, qui montrait que des effets indésirables existaient avec Ixchiq, notamment type chikungunya-like, ça reste un vaccin vivant atténué, donc on s'attend quand même à ça. On avait également des cas d'encéphalite. Ces effets indésirables graves étaient effectivement plus fréquents chez les plus de 65 ans, mais il fallait contrebalancer ça avec une efficacité extrêmement importante dans cette population, très à risque vis-à-vis du chikungunya. Ainsi, l'Agence européenne du médicament a levé cette contre-indication temporaire et tout en recommandant de ne vacciner que si le risque d'infection au chikungunya est important. Toujours dans cette année, on a revu un vieux médicament, le nicorandil, et un rappel sur le risque d'ulcération, risque qui est connu depuis de nombreuses années, puisque des alertes ont été faites depuis au moins 2012, avec plusieurs fois des courriers aux professionnels de santé. On rappelle que le nicorandil peut donner des ulcérations parfois graves, avec parfois des perforations, par exemple au niveau digestif. Euh, ces ulcérations peuvent survenir à tout moment dans le traitement, début et même après plusieurs années. Elles sont inscrites dans le RCP et il est nécessaire d'arrêter le traitement en cas d'apparition de ces ulcérations pour éviter une aggravation, pour éviter une poursuite. On a également vu un rappel concernant le finastéride, un médicament utilisé notamment dans le traitement de l'alopécie et qui est connu pour pouvoir induire des atteintes psychiatriques ainsi que des troubles sexuels qui peuvent persister malgré l'arrêt du traitement. Suite à une réévaluation européenne, le PRAC a émis un avis dans lequel il demande l'ajout de risques d'idées suicidaires dans le RCP, ce qui est considéré comme insuffisant par l'ANSM, qui rappelle encore une fois le risque d'atteinte psychiatrique au sens large, de troubles sexuels, et donc la nécessité d'informer les patients et d'arrêter immédiatement le traitement en cas de survenue de ces symptômes, tout en continuant une surveillance accrue de ce médicament.
On a également entendu parler plus récemment, fin septembre, du paracétamol chez les femmes enceintes. En particulier dans les suites d'une communication, enfin de communication, il y en a plusieurs des autorités des États-Unis d'Amérique qui évoquaient un risque de trouble du neurodéveloppement associé à la prise de paracétamol pendant la grossesse, en s'appuyant sur des revues récentes, revues de la littérature, qui ne permettaient pas d'exclure un risque. Effectivement, on ne peut pas exclure totalement le risque, mais à ce jour, sur de très nombreuses données, on n'a pas de lien démontré entre paracétamol d'un côté, pendant la grossesse, et troubles du neurodéveloppement, autisme, hyperactivité ou autre. Ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est clair. On rappelle quand même le bon usage de ce médicament dans tous les cas de figure, hein, lien ou pas lien. Il est important de l'utiliser à la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus courte possible et avec la fréquence la plus réduite possible, et d'en parler à son professionnel de santé. Voilà. On rappelle également à ce titre que les anti-inflammatoires qui peuvent être utilisés parfois en antalgique à la place du paracétamol sont contre-indiqués à partir du 6e mois de grossesse en raison de leur risque au niveau rénal en particulier ou fermeture du canal artériel prématuré. Voilà. Ces AINS, dont les RCP et les notices, avaient été mis à jour en ce sens en avril 2025. Un rappel avait été fait à l'époque. En mars 2025, on a également vu arriver le renforcement des conditions de prescription de codéine et de tramadol, dont on avait parlé l'année dernière, qui devait arriver à l'époque en décembre et qui finalement a été repoussé jusqu'à mars pour permettre la mise à jour notamment des logiciels divers et variés. Et donc, aujourd'hui, codéine tramadol nécessite une ordonnance sécurisée et la prescription de codéine est limitée à 12 semaines. Également, un vieux médicament, la pseudoéphédrine, pour laquelle la pharmacovigilance demandait depuis très 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 longtemps une mise en place de barrières à son utilisation. Et c'est arrivé en décembre 2024. Ce décongestionnant est maintenant soumis à présentation d'une ordonnance avant de pouvoir en obtenir en pharmacie. C'était quelque chose qui était demandé devant le risque notamment de vasoconstriction cérébrale avec des risques d'AVC assez connu pour un médicament qui n'a pas un intérêt énorme d'un point de vue thérapeutique. Et puis en juin 2025, dans le but de limiter les traitements longs aux médicaments du traitement de l'insomnie, zopiclone, zolpidem et nétrazepam, on a vu apparaître des boîtes avec peu d'unités, 5 ou 7, ce qui permet de prescrire facilement des traitements d'une semaine ou 2 semaines et ne pas essayer de réduire les traitements, l'instauration de traitements longs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Julien. On laisse la parole à Pauline Eva-Péquet pour les Ok, consultations oui, bonjour. au CRPV d'Amiens. Alors, je vais vous partager mon écran.